Vous êtes tous les trois réunis sur cette scène parce que vous incarnez tous les trois un regard assez intéressant sur cette question. Véronique, je vais commencer par vous. Vous êtes directrice... Voilà, absolument. Je vais vous donner un micro. Vous êtes directrice générale de Dentsu. Il y en a même un chacun, absolument. Vous êtes passé par d'autres Dentsu publics. Oui, absolument. Vous êtes passé par d'autres maisons médias. Vous êtes passé par Cara avant ça. Vous êtes passé par Publicis Média. Et ça fait 5 ans que vous dirigez Dentsu Public. Absolument. À vos côtés, Bertrand Gier, bonjour. Head of Pôle News. Alors, je ne sais pas s'il y a une traduction en français, mais... Oui, c'est directeur du Pôle News. En fait, voilà, le Pôle News, ça regroupe les activités Internet. Qui est mon métier d'origine, et puis on a fusionné avec le quotidien et les magazines du groupe Figaro. Voilà, du groupe Figaro, en effet, puisque c'est une de vos casquettes. Vous en avez 2 autres. Vous êtes aussi le président du GEST, récemment réélu, et vous êtes le président de l'Association européenne des éditeurs de presse. Online Publisher Association. Merci. À vos côtés, Alexandre Fanius. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de l'Europe du Sud et du Benelux de Taboola. Donc à ce titre, en fait, vous accompagnez à la fois les marques, les éditeurs et les agences médias dans la recherche justement de nouveaux modèles de monétisation et dans cette réflexion finalement d'un nouvel équilibre à trouver. Alors j'ai envie de commencer peut-être par poser la question de l'équilibre existant et de pourquoi est-ce qu'il est problématique. Alexandre, quel est le problème avec l'équilibre actuel ? Alors, merci beaucoup déjà pour cet événement et pour l'accueil. Le constat a été très bien fait dans les présentations qui viennent d'être faites et même par le discours d'entrée de Nicolas. Aujourd'hui, une large partie des budgets des annonceurs sont captés par les GAFA. Une fois qu'on a dit ça, et juste pour vous donner une anecdote là-dessus, je ne sais pas si tout le monde se souvient de cette fameuse journée où où les serveurs de Facebook ont lâché. Ou alors où il y a eu un petit bug, le trafic qui s'est reporté sur le réseau Taboola, qui est connecté à une large majorité des éditeurs du marché en direct, a augmenté de 21%. C'est un trafic qui est conséquent en plus, c'est juste pour vous montrer comment le trafic peut se déporter vers le web ouvert. Une fois qu'on a dit ça, on a aussi parlé de régulation, et le fait que la régulation, elle est nécessaire. Et pareil, si on prend un peu de recul, la régulation sur les GAFA, sur des sujets comme l'e-commerce, où dans les années 2000-2010 a heurté beaucoup et a fait beaucoup de mal à des industries comme l'e-commerce. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de sites comme shopping.com. La régulation met du temps à être efficace. Et là où c'est positif, c'est qu'elle met de moins en moins de temps. Elle met de moins en moins de temps à agir. Encore une fois, on parlait des initiatives faites par les assos professionnels. Et donc ça, c'est positif. C'est nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant ? Nous, on ne pense pas que c'est suffisant. On pense que la régulation est nécessaire. On l'a vu récemment sur le sujet des droits voisins. On reviendra peut-être dessus sur le côté éditeur. Mais si on veut envisager ce que sont les 10 à 20 prochaines années de notre industrie, on pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut réfléchir en profondeur à ce que représentent les organisations des annonceurs et des éditeurs. Je vous donne un exemple, ce n'est pas une liste vraiment exhaustive, mais un exemple, c'est potentiellement repenser la manière dont on recrute et dont on structure nos équipes. On a à apprendre des GAFA sur plusieurs sujets, la diversité qu'ils mettent au sein de l'entreprise, la manière dont ils apportent différents points de vue, on peut se réinventer là-dessus. Le fait aussi que les annonceurs et les éditeurs peuvent se comporter aussi comme des plateformes, et on va peut-être en parler, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est vraiment des points de pistes pour dépasser la régulation. Ouais. Vous parlez justement du regard des éditeurs. Bertrand, face à ce constat, à ce contexte, quel est le problème pour les éditeurs aujourd'hui ? Quel est le souci avec cette répartition, cette non-répartition ? Il y a beaucoup de soucis potentiellement. Un souci de création de valeur pour nous. Traditionnellement, les médias, historiquement, ont au moins 2 ou 3 sortes de revenus basés sur la publicité, basés sur les revenus lecteurs. Donc pour les revenus lecteurs, on pourrait y revenir, ça ne change pas forcément, mais en tout cas pour la publicité qui a toujours été une part importante
du financement des médias, parfois exclusive pour certains. Hein, je pense à des médias qui ne sont financés que par la publicité. Eh ben, on a un vrai souci de ressources et de revenus. Alors après, peut-être que ça pose un certain nombre de problèmes, notamment par rapport au nombre de journalistes, aux moyens qui sont employés, etc. Et c'est vrai que ça peut finir par poser un souci de société. Le paradoxe qu'il y a en ce moment, vous le constatez tout le temps, donc je ne sais pas dans quel degré il faut que je rentre, mais c'est qu'il y a de plus en plus d'informations partout. C'est l'hypermédia, on a des infos qui sont absolument partout. On n'a jamais consommé autant d'informations, ça c'est factuel. Et pourtant, il n'y a jamais eu aussi peu de journalistes. Voilà, donc il y a 40 ou 45% des journalistes qui ont disparu ces dernières années. En tout cas, ils n'ont pas disparu, mais qui ne sont plus journalistes. Il y a 2000 journaux confirmés aux États-Unis. Donc, qui a pris cette place? C'est tout le monde, c'est vous, c'est les individus, mais c'est aussi les marques, c'est les États. Bref, c'est des gens qui informent dans un autre but souvent que celui d'informer. Voilà, pour créer des revenus, la valeur. On a tous entendu Francis Hogan à l'Assemblée en France il n'y a pas très longtemps, qui a expliqué que Facebook était drivé par tout un tas de sujets, mais pas par la volonté d'informer, que la colère engageait plus de clics et plus de rémunération. Donc ça pose malgré tout un sujet de société in fine. L'information, c'est quand même pas un sujet comme les autres, et c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés. Je terminerai avec une dernière anecdote, puisque t'en parlais, Alexandre. Mon voisin de bureau, c'est Georges Malbruno, hein, qui est un peu célèbre parce qu'il a été otage pendant 2 ans, il a voyagé partout, c'est vraiment un journaliste incroyable. Je vous conseille de lire tout ce qu'il écrit sur le Moyen-Orient. Il me disait, désolé, que la guerre en Syrie, pour lui, enfin il était même sûr, a été, donc il y a à nos portes, et il y a quelques mois, a été moins bien couverte, journalistiquement parlant, que le conflit 14-18. Il en était convaincu, il peut en parler pendant des heures. Il dit malgré tous les moyens, etc. Donc voilà, c'est un vrai sujet là-dessus. Donc voilà, c'est surtout sur les moyens, parce qu'informer, bien informer, ça coûte cher. Oui, ce que disait Alexandre. C'est un tableau qui est globalement assez dark, assez triste. Véronique, est-ce qu'il y a de quoi se réjouir? Oui, moi je pense, en tout cas, il y a des opportunités à saisir. C'est Nicolas tout à l'heure en introduction qui disait qu'on était à la croisée des chemins. Je pense qu'il faut saisir justement ce carrefour et prendre en effet tous ensemble la bonne voie. Moi, ce que j'y vois, c'est que quand même, il y a une prise de conscience. Elle n'est peut-être pas suffisante d'un point de vue investissement, mais quand on lit les rapports du BUMP à fin septembre, donc on cumule les 3 baromètres unifiés du marché publicitaire. En tout cas, de la mesure du marché publicitaire en net, il y a quand même des signes encourageants au fait que les annonceurs, les investissements publicitaires recherchent un certain équilibre. Il n'est pas encore atteint, certes, mais on y tend, puisque globalement, le digital progresse de 18%, quand le digital des médias traditionnels, au sein même de cette grande famille du digital, progresse de 45% sur 2021, et ce jusqu'en cumul à fin septembre. C'est pas rien. Il y a bien quelque chose qui se passe. Moi, je suis juste étonnée d'une chose. C'est vrai qu'on a à réfléchir, je pense sincèrement, collectivement, à la voie qu'on va emprunter, parce que globalement, on est en train de sacrifier une cause noble, qui est la privacy, sur l'autel de la privacy, globalement, une économie, voilà, un modèle économique, un business. Bon. C'est un peu ce qui va en plus s'accélérer avec la fin des cookies. On parle maintenant de 2023. Ça va renforcer encore plus des grands mastodontes qui sont vraiment, en plus, là où le monde s'oppose. On va juste parler de Google, parce que le stack Google est quand même juste, en technologie, un truc incroyable. D'ailleurs, dont on dépend tous. Les publishers, les annonceurs. Quand on prend juste le navigateur Chrome, sincèrement, 70% en fait de la navigation aujourd'hui, elle est détenue avec une carte mère. La carte mère, c'est Google qui la détient. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. En revanche, entre nous, dans notre industrie, et notamment sur ce modèle économique, ce qui me chagrine un peu, et je pense que c'est là où collectivement, je pense qu'on aura tous plein d'opportunités à échanger, c'est que entre le vendeur et l'acheteur, on s'est imposé nous-mêmes de la techno et des technologies qui sont des boîtes hyper puissantes, comme on l'a vu, internationales, et on les laisse guider en fait des transactions commerciales quelque part. Et vous y opposez le réveil des consciences et la bonne volonté de chacun? Moi, je pense que d'abord, on ne va pas pouvoir faire sans eux. Mais plutôt que ce soit eux qui commencent à orienter en fait, ces orientations de discussion de business, de transactions, c'est eux qui la conduisent aujourd'hui. La consultation notamment sur les cookies, la fin des cookies,
Globalement, à part Criteo qui est très très impliqué dans cette consultation, qui participe, on n'a pas ni agence, peu annonceurs, alors quelques sociétés, hein, Webo évidemment, mais on s'y intéresse peu. Et on attend en fait que ces gens-là nous guident la loi pour ensuite se dire comment on va adapter notre business et nos transactions en entrant et en sortant. Bertrand, Alexandre, vous êtes d'accord avec ce constat, avec cette façon de voir l'état des choses ? Le constat, oui, c'est 80%, la stack, etc. Après, il faut s'adapter, faut se soumettre, et donc il faut essayer d'embrasser ce qu'on ne peut détruire ou ce qu'on ne peut lutter. Après, il faut essayer de prendre conscience de tous les mauvais côtés qu'une telle hégémonie, une telle domination peut avoir. Alors moi je trouve ça formidable, hein. Ça fonctionne bien, il y a plein de sujets avec lesquels on travaille qui fonctionnent bien, etc. Et on en a besoin et c'est super et ils apportent plein de choses, bien entendu. Après, il faut en avoir conscience et il faut essayer de faire un maximum de choses pour limiter le côté pernicieux de la chose. Le fait justement, ce que tu disais, qu'il soit présent à tous les éléments de la chaîne, on ne peut pas penser que c'est bien. Il n'y a pas une société dans le monde, je parle au sens large, qui vit en ayant le législateur, le gendarme, le juge, le certificateur au même endroit. Ça n'est pas possible. On parlait des montants, mais le projet Bernan que vous connaissez, c'est la 3e plainte a été déposée par une coalition d'États américains, guidée par le Texas, a été déposée mi-novembre, sur un sujet qui date de 2015. Il y a quand même pas mal de présomptions, qui montrent clairement, par exemple, que Google a manifestement truqué les enchères, en supprimant vous connaissez ça mieux que moi, en supprimant systématiquement la 2e enchère pour faire en sorte que la première enchère, qui était celle comme par hasard de sa propre enchère, était juste 1 centime ou un demi-centime au-dessus du prix de référence. Ils ont créé une cagnotte, un pool pour pouvoir alimenter tout ça. On voit bien toutes les dérives que ça va avoir. Ils vont être condamnés là-dessus. Alors, toutes les amendes, on pourra en reparler. Il y a eu énormément d'amendes. Il y a eu 200 millions au mois de juin en France. La Commission européenne, sur ce projet-là, va prendre le pas, donc ça va être sans doute beaucoup plus élevé. Sur les droits voisins, il y a eu 500 millions au mois de juillet. Mais c'est malgré tout... D'abord, c'est de l'argent qui ne revient pas aux éditeurs, ou en tout cas aux ayants droit. C'est le principe de la loi en France. Et puis, c'est des tout petits montants. Je rappelle qu'au 2e trimestre, ils ont généré plus de 18 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais plus, peu importe, de bénéfices sur 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est rien du tout. Donc évidemment, on peut se dire, c'est comme ça. Vous voyez, il faut faire avec, c'est vrai. Mais on peut pas ne rien faire et ne pas essayer de se dire, il faut prendre le bon côté. Il y en a plein, et puis essayer de faire en sorte de. Non, mais moi, je pense que justement, c'est l'occasion en fait par rapport à tout ça. De toute façon, on va pas détruire, ou enfin en tout cas aller combattre ça, ça va être compliqué. Parce que encore une fois, moi je pense que qu'on le veuille ou non, ils détiennent la carte mère. Après, il y a d'autres moyens, entre nous en tout cas, et peut-être même plus localement, de travailler à un échange qui oriente un peu plus tech ou d'autres tech entre nos business, qu'on pourrait un peu plus orienter ou en tout cas un peu plus contrôler. C'est ça que moi je pense. Et je pense que l'occasion nous est donnée. À toute chose, malheur est bon. Sincèrement, je le pense. À nous de prendre en fait des bons échanges entre agences, publishers, enfin éditeurs, régies. Moi aujourd'hui, j'ai pas, à ma connaissance, on en parlait encore ce matin avec les équipes, mais j'ai pas vu sur ces sujets échanger Gauthier, Philippe Schmitt, Aurore avec nous et collectivement. Je pense qu'on a des choses à faire. On les invitera sur la prochaine scène de l'Adentech Forum. On peut faire plus simple dans la commercialisation. On l'a démontré avec le programmatique. C'est ce que fait Taboola d'ailleurs, du coup. Bien sûr. Je pense qu'on peut partir du principe en effet que les GAFA sont dominants à la fois sur le réseau et sur la manière d'amener la publicité sur le réseau. Si on s'attache aux chiffres, ils ont la grande chance d'avoir quelque chose de propriétaire. Google a un réseau de recherche, a un YouTube, LinkedIn a un réseau social. Toutes les autres technologies dont Terence parlait, qui ont une capitalisation qui a considérablement monté ces dernières années, ne possèdent rien. Ils sont partenaires des éditeurs et des marques. On en fait partie, mais on ne possède rien. Et cette partie-là du web ouvert, c'est une partie qui est vraiment conséquente à côté de la recherche, du social. Il y a des études qui montrent que ça monte à 20% de l'attention d'un consommateur de contenu par jour. Donc 20% est fait sur un réseau qui n'est pas préempté par les GAFA.
Donc une fois qu'on a dit ça, et qu'on se dit qu'un Google est très fort en recherche, un Facebook est très fort en social, quelles sont les opportunités au milieu qui restent? C'est réjouissant de voir qu'il y a des alternatives technologiques qui montent et qui essayent de aussi jouer sur ce qui plaît chez les GAFA. Véronique, je ne veux pas parler à ta place, agence et à la place des annonceurs. Je pense que ce qui plaît quand on parle à un Google ou un Facebook, c'est l'échelle, c'est l'accompagnement, ça va être aussi la stack technique. Il faut que tout ce qui la simplicité d'usage. C'est la simplicité. Alors là où c'est dangereux, c'est que la simplicité, je ne sais plus, il m'a dit ça ce matin, mais je trouvais ça excellent. Ça rend dépendant, évidemment. Ouais, mais c'est ça dont il faut se méfier. Mais quoi que vous en fassiez, et d'ailleurs, toutes les régies aujourd'hui, quand on est dans du programmatique ou même du gré à gré, etc., les ad serveurs qu'on a, à 70%, en fait, on utilise du Google. Enfin, tous. Donc, ça, c'est une réalité. Après, c'est comment on fait, encore une fois, pour réorienter les technos au service du business et que ce ne soit pas les technos qui orientent le business. Absolument. Ça, c'est le sujet que je pense qu'on aurait à ouvrir tous ensemble. On a sacrifié ça. Je vous rappelle qu'on avait une petite pépite d'ad serving au départ, mais collectivement, on peut s'auto-flageller. C'était Webo, il y avait beaucoup d'ad serving. On en fait encore un peu, mais qu'on n'a pas forcément très soutenu. Et au profit de ce type de stack très technique, très avancé, qui est celui de Google. Et c'est bien dommage, parce qu'on avait les solutions de le faire un peu plus de façon préservée, locale, etc., ou de partager les choses. On ne l'a pas fait. Donc affirmer une prise de position sur le discovery pour les offres, simplifier l'achat et arriver vers quelque chose de... Oui, je pense sincèrement que moi je trouve que cette opportunité, elle se présente maintenant et qu'il est temps qu'on échange et qu'on arrête d'être trop dépendant des technos, ou en tout cas qu'on laisse les technos guider notre business. Donc on peut peut-être en rediscuter et voir comment on peut les changer un peu différemment, de façon plus simple. L'inventaire du Figaro, moi je peux l'acheter de 10 façons différentes. Bertrand? C'est super. Non mais entre nous, c'est génial. Mais en fait, c'est pas si génial que ça, parce que ça oblige mes annonceurs en fait à travailler sur une mesure unifiée qui n'existe pas en fait dans cette 10 modes d'achat. Si on se penchait un peu là-dessus, sincèrement, si on simplifiait les choses, sans être donc dépendant de Google, parce qu'eux ont travaillé sur cette simplification. Si nous, en fait, dans la façon dont on a un inventaire, et je le comprends, du point de vue revenu publicitaire, on a besoin de l'éclater sur plusieurs modes d'achat, etc. Mais si on travaillait plus simplement à une nouvelle techno qui nous permet de la lire plus de façon mesurée et standardisée, je peux vous dire, on aurait beaucoup moins besoin de Google. Bertrand, votre réaction par rapport à ça? C'est super, on peut le faire. Non, mais d'abord, je ne veux pas passer une fois de plus pour celui qui trouve l'ancien monde, les GAFA, c'est moi, pas bien, faut tout jeter, etc. C'est pas du tout, non, pas du tout. C'est formidable, etc. Il y a plein de choses dont il faut s'inspirer. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça doit nous forcer à nous mettre à niveau. C'est évident, c'est comme ça. Et il faut s'en inspirer, c'est hyper inspirant. Et il y a plein de choses qu'il faut... Je pense simplement qu'il faut qu'on fasse tous un certain nombre d'efforts. Je pense qu'il faut qu'on essaye de les limiter malgré tout, parce que je crois qu'ils ne sont pas en capacité parfois de se limiter eux-mêmes. Et que donc, il y a un moment, il faut tracer une ligne, il faut dire stop. Et c'est ce qu'on fait. Je pense qu'il y a peut-être 4 types d'actions qu'il faut essayer d'entreprendre. Il y a une action, évidemment, un premier point qui est de continuer à se battre, justement pour essayer que les choses n'aillent pas trop loin. Et ça, c'est tout ce qu'on a évoqué, c'est inlassablement, c'est devant la justice, parce que, pardon, mais il n'y a qu'une seule façon, et ça, je l'ai vraiment expérimenté, il y a une seule façon de se faire entendre, et encore, c'est par les décisions juridiques. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et Dieu sait que j'ai tout tenté. Donc il faut continuer devant la France, l'autorité européenne, l'autorité de la concurrence, etc. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'argent, c'est très cher d'aller à la guerre. Donc il faut des moyens. Ça, c'est sûr. Mais c'est indispensable, et petit à petit, etc. Donc, Nicolas l'a dit tout à l'heure, je vous ai évoqué un certain nombre de plaintes. Le GES, qui est la première association d'éditeurs de contenu en France, vient de déposer une plainte à l'encontre d'Apple devant l'autorité de la concurrence pour signaler un certain nombre de faits, parce qu'il y a des comportements qu'on ne peut pas tolérer. C'est pas parce qu'ils sont forts, qu'ils sont beaux, qu'ils ont des belles stacks techno, qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils font. Voilà, donc quand c'est en dehors, voilà, il faut se battre, et la seule façon de le faire, c'est ça. Donc il faut continuer, c'est indispensable, c'est la seule façon de se faire entendre. Le deuxième point, c'est qu'il faut évidemment donner des armes
à ceux qui vont juger. Donc il faut légiférer, il faut encadrer, il faut réformer. CDMA. C'est ce qu'on a fait avec le droit voisin, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau européen. Ça est passé ce mois-ci avec le DSA, le DMA, en espérant que ce ne soit pas trop tard et que ça soit suffisant. C'est peut-être essayer de donner des clés au droit de la concurrence pour que, je ne sais plus qui parlait de shopping tout à l'heure, ils sont contents d'avoir été condamnés 10 ans après. Shopping, voilà, mais ça fait 8 ans qu'ils ont disparu, donc ça leur fait seulement une belle jambe. Donc il faut continuer à légiférer, à donner un cadre pour pouvoir se battre. Le troisième point, c'est qu'il faut se grouper, sans doute, il faut simplifier les choses. Ça, c'est sûr, on n'a pas le choix, on est tout petit, tout seul dans notre coin déjà. Donc, même si on arrive à être un seul, donc c'est ce qu'on essaie de faire avec plus ou moins de succès. Digital Label, on en a parlé. Au passage, il n'a quand même pas été beaucoup poussé par les annonceurs. Les sujets des droits voisins, l'organisme de gestion collective par Jean-Marie Cavada. Enfin voilà, il y a un certain nombre des alliances commerciales, sans doute pas assez d'alliances techno, tu as raison. Donc ça il faut se C'est compliqué, ces alliances, elles ne sont pas forcément... c'est pas facile, c'est pas facile. J'en parlais avec Alexandre qui me disait qu'au Portugal, en Espagne, c'est pas très probant non plus. On a peu de moyens. Je pense que c'est toujours resté sur le terrain commercial, ces alliances, ou du moins du commercial plus. Ouais. Si on regarde... Pangaea, Ozone au UK, Nonio au Portugal, Ad Alliance en Allemagne. Et puis tous les exemples qu'on a en France, il y en a même une qui est née récemment entre Prisma 366 et vous. Sur les vidéos. Sur la vidéo. C'est super puissant, sincèrement. Mais est-ce qu'il y a une opportunité d'aller plus loin que le commercial, parce qu'à chaque fois, la limite, c'est se mettre d'accord sur des solutions techniques, sur un socle technologique. Est-ce qu'il y a un monde dans 10 ans où on verra des éditeurs se mettre ensemble pour mutualiser tout sauf ce qui fait leur véritable ADN, c'est-à-dire la création de contenu et l'éditorial qu'il faut sanctuariser, mais est-ce qu'on arrivera à un socle commun technologique sur les serveurs, sur tu vois, Bertrand, je sais que chez vous, vous êtes en train de complètement refondre votre CMS. C'est quelque chose que vous faites seul après avoir envisagé de prendre d'autres technos. Je vois que le monde le commercialise. Donc le talent est là, la techno est là. Mais est-ce que ces alliances ne devraient pas aller plus loin que le commercial, plus loin qu'une offre data ou sales, comme on a vu, qui tantôt réussissent ou tantôt échouent? Ça peut être une solution aussi. C'est vrai que c'est compliqué, c'est long, et particulièrement, tu as raison, on devrait enchaîner sur des stacks et des alliances techniques sans doute. Plusieurs tentatives ont vu le jour. Souvent, on s'est rendu compte que c'était compliqué. Donc c'est le troisième point, hein. Il faut se battre, il faut légiférer, il faut se regrouper. Le quatrième point, c'est évidemment qu'il faut travailler ensemble, il faut collaborer. C'est pas un projet de vie de se battre contre les GAFA. Moi, ça me fait pas plaisir. J'ai d'autres choses à faire. J'ai 1 milliard de projets que je préfère largement mener que d'aller porter des plaintes devant l'autorité de la concurrence qui prennent des heures et qui coûtent hyper cher. C'est vraiment pas. Donc on peut faire plein de choses. On y arrive. Hein. On a plein d'axes de collaboration qui sont intéressants, souvent qui sont quand même issus de la contrainte juridique, malgré tout, par exemple sur les droits voisins. Donc je pense sincèrement qu'on peut travailler à une meilleure répartition de la valeur, s'appuyer sur des outils, etc. Ça, c'est vraiment pas un sujet. Et puis le 5e petit point que je peux rajouter, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, ce que vous faites, Liabé, merci, c'est d'éduquer. C'est d'échanger, de parler, de dire que si chacun essaye de sortir un peu de son confort, parce qu'évidemment c'est tellement simple, tellement facile, c'est une ligne droite, c'est tout droit, c'est en légère pente, vent dans le dos, etc. Mais peut-être que si on se pose un tout petit peu la question, essayer de faire un tout petit peu d'effort, on se rend compte que, je sais pas, on peut sortir de l'autoroute pour voir qu'il y a des petits trucs qui sont pas mal, etc. Au carrefour de et voilà, c'est vraiment important. Et ça, c'est un rôle collectif que chacun doit avoir. Hein. On peut pas, sincèrement, on peut pas dire. Pour paraphraser, on ne pourrait pas dire que vous ne saviez pas. Hein. C'est vraiment... de plus en plus. Il faut essayer de se battre un petit peu, donc il faut sensibiliser. Il y a d'autres pistes qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. On arrive déjà au bout du temps qui nous était imparti, comme le démantelage des walled gardens que certains évoquent. Je ne sais pas si jamais ça... Véronique, je vous laisse le mot de la fin, puisqu'on a refait un tour de table, si c'est celui-là que vous avez envie d'embrasser ou si vous voulez terminer sur autre chose, mais je vous laisse conclure. Ah bah c'est gentil. Non, mais on est d'accord que ça va revêtir plusieurs aspects, en fait. Je ne sais pas si on va démanteler les walled gardens. Enfin, franchement, c'est... mais je pense qu'on a les moyens, en tout cas, de les contourner. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on invente notre bison futé à nous pour aller prendre des petits chemins de traverse et rejoindre les autoroutes quand c'est un peu embouteillé. Ouais, je pense que l'opportunité existe et que entre les différentes actions dont on vient d'énoncer, il y a des choses à faire et à construire ensemble avec
une nouvelle voie pour construire une relation un peu différente. Et puis, moi, je pense sincèrement qu'on a les moyens, annonceurs, avec leurs agences, mais aussi l'ensemble des éditeurs, des publishers, de faire en sorte que ça continue. Je pense que les signes de la croissance des investissements publicitaires sur le digital, et notamment sur ces parties-là, est quand même encourageante, qu'il y a une volonté qui est affichée. Après, encore une fois, tout ça dépendra bien sûr des points que tu viens d'évoquer, mais aussi de travailler une dépendance, désolé, je vais le répéter, techno, un peu moins forte. On ne pourra pas dire que vous ne saviez pas, c'est ce que disait Bertrand. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.